Donc tu as parlé à un moment donné de contrôle. Oui, Est-ce que tu peux un petit peu développer cette idée du contrôle? l'idée n'est absolument pas celle d'avoir un contrôle absolu, c'est-à-dire d'avoir une toute-puissance, Mhm. mais simplement de pouvoir avoir un impact sur ce qui est important pour soi, sur le cours des événements. La traduction du mot contrôle, en termes plus simples, c'est réguler les événements de sa vie. D'accord. Donc faire en sorte que les choses se passent un peu dans le sens de ce qui est important pour moi. Mhm. Donc c'est dans ce sens-là le contrôle. D'accord. Et il y a d'autres moments, tu parles de s'affranchir. Oui. Est-ce que tu pourrais Alors, je disais tout à l'heure que j'avais des problèmes avec les théories qui faisaient en sorte que les gens devaient s'adapter. Mhm. Parce qu'il y a des situations, il y a des contextes, il y a des modes d'organisation qui sont pathogènes, qui sont nocifs. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas la possibilité de s'adapter sans s'abîmer. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'a écrit un auteur il y a quelques années, il faut s'indigner. Mhm. Donc s'adapter, si ça signifie simplement faire avec l'évolution de la société sans chercher à la changer, c'est contre-productif, c'est même nuisible. Mhm. S'affranchir, ça veut dire faire en sorte que la situation ne soit plus un problème pour nous. Plus un problème parce qu'on la pense différemment, donc l'obstacle était un peu dans notre perception, notre façon de comprendre. Plus un problème parce qu'on a on a modifié la situation, c'est-à-dire que l'obstacle n'existe plus. Ou plus un problème parce qu'on a changé le mode d'organisation de la société, qui fait que l'obstacle n'est plus produit. Mhm. C'est-à-dire l'effet qu'avait ce phénomène a disparu. Ce qui veut dire que la préoccupation est ici et maintenant, comment lever l'obstacle. Alors, s'affranchir, ça veut dire franchir un obstacle, ou le contourner, ou le détruire, mais c'est retrouver une liberté de mouvement. S'affranchir, c'est se libérer des liens. Mhm. Et c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière la notion de pouvoir d'agir, c'est l'idée qu'on peut reprendre son chemin, faire les choses qui sont importantes pour nous, et continuer notre évolution personnelle en s'affranchissant des obstacles. Et justement, dans cette idée d'agir, est-ce que pour les personnes en situation de difficulté ou de vulnérabilité, il n'y a pas un risque dans l'agir? Si c'est un agir sur ce qui est important pour moi et que j'ai les bases, c'est-à-dire la confiance que je suis capable de réussir, il n'y a pas plus de risques pour ces gens-là que pour d'autres. Il y a plus de défis, ça c'est sûr. Il y a une pléthore de défis. Mais le danger, il est beaucoup plus dans le fait de me sentir impuissant, de me sentir incapable de faire le changement qui est important pour moi. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre encore de façon encore plus intense lorsque les gens sont dans des situations difficiles parce que le sentiment d'impuissance arrive très vite. On ne voit pas ce qu'on peut faire. Mais le fait qu'on ne voit pas ce qu'on peut faire ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire. Signifie qu'on doit apprendre à identifier les possibilités. Et il y en a toujours. D'accord. Nombreux collègues nous disent oui, mais agir, si c'est pour que la personne n'y arrive pas, on va renforcer son sentiment d'impuissance. Donc du coup, comment lever ce paradoxe? D'abord, il faut distinguer agir, être actif et s'agiter. Souvent, ce qu'on demande aux gens, c'est de s'agiter, c'est de faire quelque chose, n'importe quoi, pour sortir d'une pseudo-passivité. Et on a tendance à penser que la passivité, c'est un manque de volonté, une tendance à la fainéantise, etc. Alors qu'en fait, la passivité, c'est le résultat de l'impossibilité perçue, en tout cas, d'agir. Donc ce n'est pas un problème d'agitation, parce qu'il n'y a pas d'acteur dans l'agitation, c'est le mouvement pour le mouvement. Ce n'est pas non plus le fait d'être actif, c'est-à-dire comme si le fait de se retrouver sans rien faire était pathogène en soi. Les sages qui font de la contemplation ne sont absolument pas actifs et pourtant sont tout à fait centrés et tout à fait à cœur de leur vie. Donc en fait, ce n'est pas une question d'être actif, ce n'est pas une question de trouver les solutions rapidement, de faire quelque chose pour faire quelque chose, c'est vraiment agir, c'est-à-dire viser une direction particulière en essayant de progresser vers cette direction-là de manière systématique. Le risque de l'action, il est dans le fait que
il faut bien mesurer stratégiquement, et c'est pour ça que c'est une approche qui s'appuie sur une logique interactionniste et stratégique, quel obstacle il faut essayer de bouger. C'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer de faire en sorte d'avancer en terrain ferme, sur la terre ferme. Et le premier obstacle qu'on doit identifier, c'est celui qu'on vit ici maintenant. Si par exemple je veux aller manger au restaurant, la première chose que j'ai à faire, c'est de me lever de ma chaise. Et si je ne peux pas me lever de ma chaise, je n'irai jamais au restaurant. Si je me dis qu'il n'y a rien qui va changer tant que je ne serai pas rendu au restaurant, la vie sera aussi pénible, il n'y aura rien de possible, mais je me mets dans l'impuissance tout seul, puisque je ne peux pas aller au restaurant sans bouger de ma chaise. Donc la première des choses à faire, c'est de se poser la question, peux-tu bouger de ta chaise? Alors très souvent, les gens sont bloqués dès cet endroit-là. Mais au lieu de regarder les obstacles qu'ils ont devant les pieds, ils regardent le changement qu'ils veulent produire pour plus tard et constatent qu'ils n'y arrivent pas et considèrent que c'est parce qu'ils sont incapables. En fait, c'est simplement parce qu'ils ne regardent pas au bon endroit. Au lieu de regarder le restaurant, il faut regarder là où j'ai les pieds. Tu parles de pas proximal, certainement. C'est ça. Le pas proximal, c'est le plus grand pas possible. C'est-à-dire, qu'est-ce que, à partir du moment de là où je suis, je peux faire dans les conditions actuelles, avec les compétences que j'ai, dans le contexte actuel structurel, avec le patron que j'ai, le mandat que j'ai, les situations dans lesquelles je suis pris, dans la situation telle qu'elle est, qu'est-ce qui est possible? Je vais tenter tout ce qui est possible, mais rien que ce qui est possible. Je ne vais pas chercher à obtenir quelque chose que je ne peux pas obtenir tout de suite, ou à éviter quelque chose que je ne peux pas éviter tout de suite, mais je vais me poser la question, qu'est-ce que je peux éviter, qu'est-ce que je peux obtenir ici, maintenant? Donc, c'est le premier pas, mais ce n'est pas la théorie des petits pas. C'est-à-dire, ce n'est pas l'idée qu'il faut y aller pas à pas pour aller quelque part. En fait, on peut y aller à grands pas, si le grand pas est possible. Donc, c'est vraiment le plus grand pas possible. Avec une probabilité de réussite importante. Ça va être lié à ma capacité à composer avec les échecs. C'est-à-dire que si j'ai vécu une série d'échecs toute ma vie, que je doute de ma capacité à réussir quelque chose, en général, il faut être certain que le premier pas que je fais, je vais le faire que si j'ai l'assurance que je ne vais pas me casser la gueule. Excusez-moi l'expression. Hein, mais... Alors que si, par contre, je sais que j'ai souvent réussi, j'ai une bonne confiance dans mon sentiment d'être capable, et que je suis prêt à envisager un échec de façon assez sereine, là, la nécessité de réussir n'a pas besoin d'être aussi forte. Homme capable, tu fais référence à Ricoeur? Oui, je fais référence à Ricoeur, à cette idée qu'on a besoin, sur le plan de la représentation, et même sur un plan ontologique, c'est-à-dire sur le plan de la condition humaine, de se sentir capable d'agir en tant qu'être humain, de se sentir comme un être humain capable, comme une personne capable. Capable au sens, à ses propres yeux, aux yeux des autres, et du tiers absent. C'est-à-dire capable de se regarder soi-même comme une personne cohérente et à laquelle on donne du crédit, d'être vu par les autres comme une personne cohérente à laquelle on donne du crédit, et d'être considéré par le tiers absent, c'est-à-dire la société en général et les normes, comme une personne cohérente à qui on donne du crédit. Et ces trois niveaux-là sont des niveaux de regard sur soi qui vont avoir pour effet de me donner confiance dans mon rapport à l'action. C'est-à-dire je vais tenter des choses parce que je pense que je peux influencer le cours des événements. Or, très souvent, le problème de l'absence de développement de pouvoir d'agir, c'est que je ne développe plus de tentative d'agir parce que j'ai anticipé l'idée que j'allais échouer. Et contrairement à ce qu'on croit, et puis Henri Laborie, dans les années 70, a bien mis ça en évidence, ne rien faire, ça n'est pas rien vivre, c'est s'autodétruire. Il a montré, Laborie, que lorsque l'on ne peut ni agir, ni se battre, ni fuir, on tombe dans ce qu'il appelle l'inhibition de l'action. C'est-à-dire qu'on devient malade, effectivement. Où on s'entre-déchire entre nous, etc. Donc en fait, se résigner, c'est se détruire. Et c'est aussi, sur le plan professionnel, devenir amer, cynique,
décourager et d'avoir l'impression qu'il n'y a plus rien de possible.